L'hebdo politique. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de l'hebdo politique. Tous les dimanches sur Radio Sensation et sur TV78, nous échangerons avec un acteur de l'actualité politique. Elle sera, on n'en doute pas, très chargée en cette année d'élection présidentielle. Place donc tout de suite à la politique avec mon premier invité de la saison, Ali Rabet, candidat à la mairie de Trappes. L'hebdo politique. Hebdo politique épisode 200. Ali Rabet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à la mairie de Trappes et vous avez donc commencé la politique à Poissy en 2008 où vous étiez élu conseiller municipal sur une liste socialiste. En 2011, Benoît Hamon devient porte-parole du Parti socialiste et vous, son bras droit. Vous devenez son directeur de campagne pour les législatives de 2012 avant d'intégrer ensuite ses différents cabinets ministériels à l'éducation nationale et à l'économie sociale et solidaire sous la présidence de François Hollande. En 2017, vous rejoignez son mouvement Génération et entre-temps, dans les Yvelines, vous êtes devenu maire adjoint à Trappes de Guy Malandin, ancien du Parti socialiste et ancien maire de Trappes pendant 19 ans. Et enfin, l'année dernière, vous avez été élu maire avec 40,40% des voix devant Othman Nasrou, qui a lui récolté 37,18% des voix, et devant l'ancien maire Guy Malandin, qui a lui réuni 22,40% des votes. Si vous êtes de nouveau candidat aujourd'hui, c'est parce que le Conseil d'État a invalidé cette élection. Il vous a été reproché d'avoir distribué des masques, des colis alimentaires ou encore des kits pédagogiques, et cela sans les avoir déclarés dans votre compte de campagne. L'écart entre vous et votre principal concurrent, Othman Nasrou, n'étant alors que de 161 voix, le Conseil d'État a jugé que cela avait pu altérer la sincérité du scrutin. Voilà donc pourquoi les trappistes doivent revoter. Et pour élire leur maire le 10 octobre, les cartes ont été rebattues. Pour cette élection, vos deux principaux adversaires, Othman Nasrou et Guy Malandin, font désormais liste commune. Ils parlent d'un front républicain. Pour vous barrer la route, vous êtes surpris par cette alliance entre le PS et la droite, ou est-ce que vous y attendiez ? Elle est évidemment surprenante, elle heurte de nombreux trappistes, mais je m'y attendais. Je m'y attendais parce que dès l'année dernière, dès mon élection municipale, quand j'ai été élu maire par le conseil municipal, Guy Malandin a voté non pas blanc, non pas pour le maire candidat Ali Rabet, mais il a voté au sein du conseil municipal pour la candidature d'Othman Nasrou. Donc déjà à ce moment-là, juste après sa défaite, il a montré un certain nombre de proximités avec Othman Nasrou. Et cette proximité se traduit aujourd'hui par une alliance de la carpe et du lapin, parce qu'ils n'ont rien en commun. Vous l'avez dit, Guy Malandin a été longtemps un élu PS, député, conseiller régional, conseiller départemental. Il a défendu les valeurs de la gauche historiquement. Il est connu d'ailleurs et respecté pour ça à Trappes, parce que la ville de Trappes est une ville plutôt à gauche, avec des électeurs qui lui ont fait confiance pendant longtemps. Et beaucoup me disent aujourd'hui se sentir trahis quelque part par sa décision de rejoindre le candidat de la droite, le vice-président de Valérie Pécresse, et considèrent que ça n'a pas de sens. Moi, je regrette qu'à 84 ans, Guy Malandin n'ait pas su passer la main dès l'année dernière. Il aurait dû intelligemment passer la main. Je crois que ça se serait mieux passé, l'élection en 2020. Et un an après, plutôt que de tirer les conséquences de cette forme d'attachement excessif au pouvoir qui, à la fin, l'amène à être rejeté par ses propres électeurs, il aurait mieux fait de se retirer discrètement de la vie politique, ou en tout cas de se présenter le cas échéant en annonçant la couleur. Mais être mu comme il l'est malheureusement en ce moment, uniquement par la rancœur, par la frustration, par une forme de haine d'ailleurs, la haine n'est pas bonne conseillère en politique. Donc il rejoint la liste d'Othman Nasrou en 5e position. Et le même Othman Nasrou qui disait de lui en 2014 la même chose que ce qu'il dit de moi aujourd'hui. C'est-à-dire que M. Nasrou qualifiait Guy Malandin d'homme clientéliste, qui favorisait le communautarisme, qui avait une gestion désastreuse de la ville de Trappes. Il l'accusait des pires infamies en 2014. Ils font aujourd'hui front commun contre moi. Donc vous voyez bien que dans cette alliance, qui est une alliance de façade, de personnes qui finalement n'ont rien en commun, ce n'est pas l'intérêt des trappistes qui est recherché, ce n'est pas l'avenir de la ville de Trappes qui les mobilise, c'est avant tout la volonté de faire tomber le maire sortant de Trappes. De votre côté, malgré toutes ces procédures judiciaires et ces rebondissements, vous n'avez jamais imaginé ne pas vous représenter ? Ça n'avait pas de sens pour moi, parce que j'ai sollicité et obtenu la confiance des trappistes il y a 1 an, pour 6 ans, pour un mandat complet. Vous l'avez dit et parfaitement résumé, ce qu'on me reproche à travers cette annulation de l'élection, ce n'est pas des fraudes,
Ce n'est pas d'avoir triché avec les élections. Ce n'est pas d'avoir payé des bulletins de vote. Ce qu'on me reproche, c'est d'avoir distribué, pendant le confinement, c'était une situation exceptionnelle, rappelez-vous, après le premier tour, le deuxième tour était suspendu, on parlait même de le reporter d'1 an, hein. Et moi j'ai toujours eu à Trappes des activités associatives. J'étais président d'une association qui était très active, qui fait du soutien scolaire dans ma ville, qui mobilise les habitants autour de leurs projets, et des habitants ont souhaité organiser la fabrication et la distribution de masques. Vous vous souvenez, à l'époque où on n'en trouvait nulle part, eh bien des bénévoles de mon association ont souhaité fournir aux trappistes des masques qu'ils fabriquaient, qu'on cousait nous-mêmes. Donc cette action, je l'ai réalisée, je n'ai aucun regret. Les trappistes avaient besoin de notre aide à ce moment-là et de notre mobilisation. Et quand je dis notre mobilisation, c'est pas l'équipe d'Ali Rabet, c'est l'association dont j'étais le président et qui comptait de très nombreux bénévoles à travers la ville. Beaucoup d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec la politique et qui ne sont pas élus. Eh bien cette association a été utile aux trappistes, mais j'aurais dû être attentif, parce qu'au moment où je m'engageais sur cette action, nous étions dans une période floue d'entre-deux tours. Même si le deuxième tour devait être repoussé d'1 an, d'après les journaux, ou de quelques mois, malgré tout, nous étions dans une période d'entre-deux tours qui aurait dû me conduire à être vigilant quant aux actions menées, et surtout, mener ces actions était parfaitement légal, mais j'aurais dû en demander le remboursement à l'État, plutôt que de financer avec les dons des bénévoles. Donc avec le recul, je le regrette, si j'avais demandé à l'État de payer ces actions associatives, il n'y aurait pas eu d'annulation de l'élection, vous voyez. Mais je souhaite insister sur un point, c'est que M. Nasrou, et les trappistes le savent très bien, a distribué des milliers de masques à Trappes, juste avant l'élection, en y apposant sa photographie. Et ces milliers de masques ont été distribués, payés par le contribuable, et inscrits dans ses comptes de campagne, mais partiellement inscrits dans ses comptes de campagne. Nous avons démontré que M. Nasrou a distribué des milliers de masques, mais il n'a déclaré que 100 lots dans ses comptes de campagne. Donc il a sournoisement manœuvré, sournoisement joué avec les règles du code électoral pour passer sous les radars, et il a osé me mettre en cause sur une action finalement qu'il a menée lui-même pendant l'entre-deux tours. Et pour être complet, du côté des autres candidatures, on retrouve les candidatures de Robert Nagaret-Timan et de Luc Miseret. Nous aurons l'occasion de les entendre prochainement sur Radio Sensation. Et vous oubliez Patrick Planck, de Lutte ouvrière. Merci pour cette précision. L'abstention était très forte lors de l'édition municipale de 2020, 61,75% au second tour. Cela représente une réserve de voix très conséquente. Est-ce que ce sera la clé, selon vous, cette abstention pour cette élection? Absolument. Bon, habituellement, malheureusement, à Trappes, les élections ne déclenchent pas les foules. Nous avons à peu près 45% de participation aux élections municipales de 2008 ou de 2014, par exemple. Ça a chuté en 2020 à 37% de mémoire au second tour, et le contexte de confinement, de crise sanitaire, y a joué pour beaucoup. Partout en France, la participation a chuté d'à peu près 20 points. Donc à Trappes, la participation n'est traditionnellement pas importante, mais l'enjeu pour moi, effectivement, c'est de mobiliser. Ma stratégie, celle de mon équipe et de la gauche réunie autour de moi, c'est d'aller chercher nos électeurs un par un. C'est de dire aux trappistes qu'ils sont concernés par ce qu'il se passe. Je trouve qu'ils le sont relativement, quand je me balade dans les rues de Trappes, quand je circule et qu'on m'interpelle. Je reçois beaucoup de soutien et je sens une vraie mobilisation des trappistes, et c'est plutôt rassurant. Maintenant, la clé de l'élection se jouera en effet là. Face à une coalition hétéroclite d'adversaires qui n'ont rien en commun, mais qui veulent additionner des voix, c'est la participation qui viendra jouer en notre faveur et qui permettra à la ville de Trappes de rester une ville de gauche, une ville écologiste, une ville solidaire, qui tient à ses services publics, qui cherche à les améliorer. Et donc la victoire de l'équipe que j'ai l'honneur de mener se jouera au niveau de la participation et au niveau de mobilisation des trappistes. Et c'est ça l'enjeu pour nous des 15 derniers jours. Alors la campagne 2020 était très compliquée, vous l'avez dit. Aujourd'hui, les conditions se sont un peu améliorées. C'est plus facile d'être au contact des trappistes ou pas? Et comment allez-vous organiser cette campagne? Eh bien, en tout cas, c'est plus agréable que le contexte sanitaire nous permette de nouveau d'aller au contact des électeurs. L'année dernière, c'était très particulier, nous ne pouvions pas échanger avec les habitants. Donc nous organisons demain, samedi, on sera dimanche soir, donc hier après-midi, nous avons donc organisé un rassemblement festif. On a voulu aussi donner l'occasion aux gens de sortir de chez eux, de se retrouver autour d'une candidature, d'une liste, pour échanger, discuter de l'avenir de la ville de Trappes, mais le faire de façon festive, pouvoir amener avec soi ses enfants, pouvoir mélanger les personnes âgées, les enfants, les adultes, et échanger sur ce que sont les préoccupations des trappistes. Et donc plusieurs centaines de trappistes se rassemblent, sans passe sanitaire, puisqu'on est en extérieur. C'est aussi une façon de ne discriminer personne, et j'y tiens beaucoup, pour pouvoir se réunir, se retrouver, faire la fête, profiter d'un pique-nique en abotant, donc c'est que du bonheur, et pouvoir échanger sur le contenu de notre projet et sur le bilan des 1 an. Parce que nous avons un bilan, contrairement à nos adversaires qui n'ont que le ministère de la parole. Nous avons réalisé beaucoup en 1 an, et je crois que nous allons y revenir.
Alors une élection municipale, c'est une tête de liste, je vous l'ai longuement présenté tout à l'heure, mais c'est aussi une liste. Alors comment a-t-elle été construite? C'est la même qu'en 2020? Elle change à la marge, mais effectivement, on ne change pas une équipe qui gagne. L'équipe qui a été élue l'année précédente, l'essentiel des élus continue à mener le combat à mes côtés, et donc seront de nouveaux candidats à la prochaine élection municipale. Ils continueront, la plupart d'entre eux sur les mêmes fonctions, avec les mêmes missions à mes côtés pour servir les trappistes. Il y a des éléments nouveaux également qui nous rejoignent pour renforcer l'équipe. Si nous remportons l'élection dans 15 jours, nous aurons davantage encore d'élus que l'année dernière, puisqu'il n'y a que 2 listes principales, là où il y en avait 3 il y a un an. Et j'ai voulu rassembler, moi, les partis politiques de gauche, bien sûr, puisque nous sommes une liste d'union de la gauche. Mais j'ai voulu rassembler bien au-delà des personnes qui n'ont pas d'engagement partisan, qui ne sont pas membres d'un parti politique, mais qui ont été et qui sont toujours présidents d'associations de locataires, présidents d'associations sportives, culturelles, des gens qui animent la ville au quotidien, qui la font déjà vivre, qui sont un peu le cœur battant de la ville de Trappes et qui ont voulu s'impliquer et s'engager à nos côtés. Donc c'est une fierté d'avoir autant de syndicalistes, de militants, je vous le disais, il y a des personnes qui s'occupent des personnes âgées par exemple, d'autres qui font du soutien scolaire dans la ville de Trappes. C'est ces personnes très concrètement engagées pour la ville, qui vivent tous et toutes à Trappes. On a une liste 100% trappiste, du maire jusqu'au dernier de liste, là où mes adversaires habitent souvent Paris ou des villages du sud Yvelines. Ça nous distingue de nos concurrents, mais c'est aussi pour ça que les trappistes nous font confiance. Alors nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et voir ensemble plusieurs thèmes de campagne municipale, et tout d'abord celui de l'éducation. Vous proposez plusieurs mesures pour les prochaines rentrées scolaires, mais en priorité vous souhaitez mettre l'accent sur la culture à l'école. Expliquez-nous. Alors ça, c'est totalement prioritaire pour nous. Et j'ai à mes côtés ma première adjointe, Sandrine Grandgambe, qui s'en charge de la vie scolaire et de la vie culturelle. Alors pourquoi on a souhaité lier les deux? Parce que pour réussir dans la vie, vous comme moi, nous avons besoin d'un bagage, et notamment d'un bagage scolaire et culturel. Et ce qui distingue les enfants de Trappes d'enfants qui ont la chance de grandir dans des beaux arrondissements parisiens, c'est souvent que nous avons des écoles qui sont d'un moins bon niveau scolaire, qui sont moins attractives. Et donc l'enjeu, pour nous, c'est de réussir à faire en sorte que nos écoles soient meilleures demain, qu'ils attirent les meilleurs enseignants, que les élèves de Trappes, pour réussir, n'aient pas à quitter la ville pour s'inscrire dans d'autres établissements, mais plutôt à s'inscrire dans nos écoles parce qu'elles sont plus attractives qu'ailleurs. Ça, c'est notre objectif à terme. Comment on y parvient? Notamment en mettant de la culture dans l'école. De la culture d'ailleurs partout. On veut inonder Trappes de culture dans nos rues, dans nos établissements, dans nos cafés et demain évidemment à l'école. Nous avons commencé déjà en ouvrant 2 classes à horaires aménagés qui ont vocation à permettre, en plus de l'enseignement classique et le programme scolaire qu'il faut remplir tout au long de l'année, de proposer aux enfants la découverte d'un instrument, la découverte du théâtre, une pratique artistique qui va donner une coloration particulière à l'enseignement dont ils disposent et qui va attirer également des enseignants qui vont s'impliquer dans une école, durablement, pas en étant de passage sur 2 ou 3 ans, parce qu'il y aura des classes à horaires aménagés, parce qu'il y aura une dimension artistique et culturelle dans le projet de l'école, et qui vont vouloir venir ici apporter leurs compétences aux enfants de Trappes. Donc, quand vous vous inscrivez, vous savez, quand vous faites une école de journalisme, ou quand vous vous inscrivez à Parcoursup pour décrocher les meilleures écoles, on regarde ce que vous avez fait dans votre scolarité. Et d'où vous venez. Alors quand on vient de Trappes, parfois c'est perçu comme un handicap. Mais si demain on peut dire, oui, je viens de Trappes, mais dès la classe de CE1, j'ai pu pratiquer le violon ou le trombone. Et je suis devenu, au bout de 10 ans, grâce à l'école, au collège, grâce au conservatoire de la ville de Trappes, je suis devenu un maître dans l'utilisation de mon instrument. Eh bien, on vous regarde différemment. J'ai pu intégrer, pourquoi pas, une maîtrise. Ces éléments-là permettent de distinguer positivement les enfants qui auront fréquenté les écoles de Trappes. C'est pour cette raison que nous voulons mettre de la culture partout, à commencer par nos écoles. Vous proposez également la création d'une centrale d'achat afin de limiter le coût des fournitures pour les jeunes trappistes, qu'ils soient collégiens aussi et lycéens. Concrètement, comment ça se déroulerait? Alors déjà, on va fournir dès la prochaine rentrée scolaire un kit de fourniture scolaire à tous les enfants d'école élémentaire. Voilà, du CP au CM2. Ça nous semble essentiel. C'est une façon de dire aux parents, voilà, à côté de l'État qui vous aide via l'allocation de rentrée scolaire, la ville assure aussi un certain nombre de prestations pour accompagner les familles, que vous soyez riches ou pauvres. On donne des droits à tous les enfants. Ensuite, pour le collège et le lycée, qui n'est pas une compétence de la mairie, vous savez que c'est le département et la région, on a eu l'idée de proposer d'adhérer à une centrale d'achat groupée. Plutôt que chaque parent achète dans les supermarchés du coin au prix maximum, vous savez, le tarif classique pour les usagers des fournitures scolaires, eh bien on mutualisera.
savez, au lieu d'acheter une règle, je sais pas, qu'est-ce qu'on achète, des classeurs, des cahiers, des feuilles doubles, des stylos, des stylos plumes, etc. Plutôt que de les acheter à l'unité, on proposera de pouvoir inscrire les familles qui le souhaitent, mutualiser, grouper nos achats, parce que quand vous négociez en tant que mairie 1000 paquets de feuilles doubles, ça vous coûte moins cher à l'unité que si vous en achetez 2 ou 3. Donc c'est une idée toute simple qui coûtera pas grand chose à la mairie, juste en groupant les commandes et en organisant la commande collective, mais qui permettra de diminuer le tarif pour les familles et donc d'augmenter le pouvoir d'achat des familles trappistes, qu'elles soient très modestes ou qu'elles soient issues de classes moyennes. Concernant les cours d'école, maintenant vous souhaitez les végétaliser. Alors est-ce que ça veut dire que vous voulez supprimer les terrains de foot pour en faire des potagers ? Comme les cours de récréation dégenrés des maires écologistes ? En partie. Il y aura toujours des terrains de foot, de basket, de hand, de tout ce qu'on voudra, parce qu'il y en a besoin. Mais on a la chance d'avoir des cours d'école qui sont plutôt assez spacieuses à Trappes. Et aujourd'hui, comme dans beaucoup de villes de France, on a du 100% bitume. Vous savez, on a coupé les arbres, on a coulé du bitume. Et la conséquence concrète, c'est que quand on est en plein mois de juin, en plein mois de mai, et qu'il y a des canicules de plus en plus souvent, eh bien les enfants cuisent littéralement sous le soleil. Et d'ailleurs, ils ne supportent pas de rester très longtemps exposés au soleil, ils ne peuvent même pas profiter de leur temps de récréation. Donc l'enjeu pour nous, c'est de recréer des îlots de fraîcheur. C'est de mettre des brumisateurs, par exemple, ramener de l'eau dans les écoles. C'est de replanter des arbres, de casser du bitume et de le remplacer par du gazon, tout simplement. De permettre effectivement aux enfants de gratter la terre, de cultiver un potager. Et les abords de nos écoles nous permettent de le faire. Dès les semaines qui viennent, nous allons installer des premiers potagers dans nos écoles qui seront animés par un établissement qui fait travailler des adultes handicapés à Trappes. Et donc vous aurez des personnes en situation de handicap qui vont venir dans nos écoles pour animer avec des enfants la culture de ces potagers dans l'école. Je crois que ce sont des projets très vertueux, parce que ça permet à tous les enfants, même ceux qui habitent au 11e étage d'une tour HLM de Trappes, de pouvoir toucher la terre, planter des tomates, cultiver une salade, de le faire en plus accompagné par des adultes bienveillants, et parfois des adultes différents. Il faut accepter que chacun ait sa place dans notre société. Ça change aussi le regard des enfants sur le handicap, que ce soit sur des enfants handicapés ou des adultes handicapés. Et ça nous permet de remettre un peu de vie et d'humanité, de fraîcheur et de verdure dans nos écoles qui en ont bien besoin. Alors, autre thème maintenant, passons aux travaux d'enfouissement de la N10. Le chantier a déjà débuté. L'objectif est d'enfouir la route nationale qui coupe la ville de Trappes en deux. Un plateau urbain sera créé ensuite. Les travaux devraient durer jusqu'en 2028. Le projet avait été initié il y a longtemps par l'ancien maire Guy Malandin. C'est un projet d'une grande importance pour Trappes. Absolument. Et il faut rendre hommage aux maires successifs, y compris Guy Malandin, qui ont porté ce projet. J'en profite pour rendre hommage à Bernard Hugo, feu Bernard Hugo, qui est décédé il y a quelques mois et qui a été un immense maire de Trappes. Il a été maire pendant 40 ans et qui a porté ce projet à bras-le-corps pendant des décennies auprès de l'État, auprès du préfet de département, pour essayer d'obtenir un engagement financier de l'État. Nous arrivons au bout de ce combat de mes prédécesseurs. C'est un projet de 100 millions d'euros, avec un financement à 40 millions d'euros de l'État, et puis le département, la région, la ville elle-même y contribue également. 50 ans en Yvelines y participe. Et donc ce projet, il est sous maîtrise d'œuvre de l'État. C'est une route nationale, comme son nom l'indique, c'est l'État qui porte le chantier. Mais la ville est très vigilante, et je l'ai été comme maire pendant 1 an, à veiller à ce que les conséquences du chantier soient les plus faibles possibles. Les plus maîtrisées les nuisances, possibles. Notamment aux riverains. Exactement, sur les riverains. Vous avez des problèmes de nuisances sonores, bien sûr. Vous avez des nuisances liées aux embouteillages qui sont générés par les travaux. Et il faut être extrêmement attentif. Donc j'y serai, je le suis. Je suis aux côtés des habitants quand ils se plaignent pour pouvoir relayer les difficultés et surtout anticiper ces difficultés. Veiller à ce que l'État informe bien les habitants, parce que l'État est parfois un peu laxiste sur l'information. On découvre que les engins arrivent. Donc nous, on veille à ce que les informations nous soient transmises très tôt et qu'elles soient à leur tour transmises aux habitants. On en a créé pour ça une page spéciale du site internet, un magazine également que la ville distribue où elle tient à informer les riverains de l'avancée du chantier. Et donc on est attentif à ce que ça se passe le mieux possible, mais moi je ne souhaite pas mentir aux trappistes sur ce chantier. Il va être long et il va être douloureux. Mon prédécesseur disait souvent que le chantier s'achèvera en 2 à 3 ans. On ne fait pas un enfouissement sur 600 mètres avec la construction d'un plateau de 3000 m² en l'espace de 2 à 3 ans. C'est pas sérieux. Ça durera 6, 7, 8 ans. Il vaut mieux le savoir pour se préparer et s'organiser au mieux. Et sur ce plateau urbain, justement, quels sont vos projets ? Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Alors je veux que ce soit un espace vert là encore. Je ne souhaite pas, j'ai mis un coup d'arrêt au projet précédent qui était un projet bétonné. Vous voyez, je vous le répète, c'est difficultés avec les îlots de chaleur qui sont créés par le tout béton. Et évidemment, les périodes caniculaires étant de plus en plus nombreuses, ça devient une vraie souffrance pour les riverains. Donc nous, on fera quelque chose d'écologiste, de vert, mais en revanche, je ne veux pas le décider tout seul.
C'est une conception que j'ai de la démocratie qui consiste à ne pas croire que parce qu'on est élu, on a raison sur tout et on doit décider tout seul. Donc on va donner la parole aux trappistes, on a commencé, les idées commencent à affleurer, beaucoup nous demandent des espaces de jeu pour les enfants, des îlots de fraîcheur, hein, pareil, une vraie place pour l'eau, pour permettre aux enfants de se rafraîchir l'été et de profiter de cet espace pour s'égayer, d'avoir pourquoi pas un manège, pourquoi pas des marchands de crêpes, etc. Et donc nous allons concevoir ce projet avec les habitants, on va lancer une grande concertation, des ateliers de travail, et les habitants qui sont intéressés, les riverains mais pas que, on peut habiter à l'autre bout de la ville et se sentir intéressé par cette nouvelle place centrale de la ville de Trappes, et nous pourrons travailler avec eux pour dessiner une place centrale, un centre-ville qui permette de donner la place à toutes les générations. Un autre thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'image de Trappes. Lors de votre année en tant que maire, vous avez été amené à parler de Trappes dans des médias nationaux. La ville a été le théâtre de nombreuses polémiques. Certains la désignaient comme un territoire perdu de la République. Alors que ferez-vous en tant que maire de Trappes pour redorer l'image de la ville ? Déjà, je continuerai à ne pas laisser dire n'importe quoi sur ma ville et à défendre l'honneur et la dignité des 32 000 habitants qui y vivent. Rendez-vous compte, on a dit des choses absolument inimaginables à l'époque sur la ville de Trappes. On a laissé entendre que tous les habitants de la ville étaient des terroristes en puissance. Vous imaginez 32 000 terroristes en puissance ? Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on dit des bébés qui naissent et qui grandissent dans cette ville et qui ne sont pas encore condamnés ? Quoi qu'il arrive, ils pourront maîtriser leur vie. Et c'est ça le travail de l'équipe municipale que je mène, c'est de faire en sorte que tous ces enfants puissent maîtriser leur vie, s'insérer pleinement dans la République, y trouver leur place et s'épanouir, mais être de bons Français. Vous savez, moi je suis issu d'une famille immigrée, ouvrière, modeste, j'ai grandi en HLM et aujourd'hui je suis maire de la République. Je porte, jusqu'à récemment, je portais l'écharpe bleu, blanc, rouge et célébrais les mariages. J'ai un attachement viscéral à la République française, à l'école en particulier, qui m'a permis de me construire et d'être diplômé à Bac+5 et de devenir ce que je suis devenu. Eh bien, je souhaite que tous les enfants de cette ville aient la même chance. Et pour ça, on se bat, et on se battra. Alors moi, je continuerai pied à pied à tenir tête à ceux qui insultent la ville de Trappes et les trappistes. Et je considère que nous n'avons plus à baisser les yeux, que nous devons faire respecter notre honneur et notre dignité. Et on continuera à multiplier les réussites et aussi à faire parler de ceux qui sont nés à Trappes, ont grandi à Trappes et sont devenus de belles personnes. Pas uniquement nos artistes et nos sportifs qui sont bien connus, Jamel Debbouze, Omar Sy, Nicolas Nelka ou bien d'autres. Mais il faut aussi parler de ceux qui sont devenus médecins, qui sont devenus pompiers, qui sont devenus avocats, et qui créent des entreprises, qui créent des emplois dans ce pays, qui cotisent pour les retraites. Tous ces beaux profils et toutes ces belles réussites, il faudra les valoriser, et ce sera le travail du maire. Sur le thème de la sécurité, maintenant, Othman Nasrou propose de réformer la police municipale. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose qu'il faut amener à faire ? Eh bien, il propose ce que nous faisons déjà. Othman Nasrou, c'est le ministère de la parole. Vous savez, c'est beaucoup de critiques, beaucoup de paroles en l'air, mais en réalité, il ne fait que commenter ce que nous avons déjà engagé. Concernant la police municipale, c'était dans mon programme, et nous sommes déjà en train de le réaliser. Nous sommes en train de doubler les effectifs de police. Quand je suis arrivé, il y avait 6 policiers municipaux actifs. Nous avons recruté 6 policiers supplémentaires, que j'ai bouclés d'ailleurs cet été, juste avant mon départ. Ces policiers commencent à arriver. Un premier est arrivé au mois de septembre, le dernier arrive début janvier. Début janvier, nous aurons des brigades qui circuleront, des patrouilles, 7 sur 7, samedi et dimanche compris, et on en a besoin, qui circuleront le soir, et on en a besoin, notamment la nuit, quand il y a un certain nombre de nuisances, de gênes, d'actes de délinquance qui sont commis sur notre ville, et malheureusement, on ne peut pas compter, je le dis clairement, on ne peut pas compter sur les effectifs de police nationale qui ne sont pas assez nombreux. On a des policiers qui font ce qu'ils peuvent. Quand on appelle le commissariat, ils font ce qu'ils peuvent, mais quand vous avez une patrouille pour un bassin de 165 000 habitants à l'échelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, ça ne suffit pas pour répondre aux doléances des trappistes. Donc nous allons compenser, malheureusement, on est condamné à le faire, avec des effectifs de police municipale et des patrouilles de police municipale. C'est déjà en cours, les recrutements sont bouclés, nous allons continuer à ouvrir des postes dans les années qui viennent, mais dès le mois de janvier, nous patrouillerons 7 sur 7 et la nuit, avec ou sans Othman Nasrou. Dernière problématique pour cette émission, celle du logement. Vous vous êtes engagé, vous, en tant que maire, à soutenir fortement les locataires. Vous constatez qu'il y a trop d'abus ? Bien sûr. On est dans une situation aberrante à Trappes. Nous avons à peu près 60% de logements sociaux, un petit peu moins. Ces logements sociaux sont gérés par quelques bailleurs, notamment 2 principaux. Ces bailleurs ont tendance à considérer que c'est un peu la bataille du pot de fer contre le pot de terre. Et les locataires sont démunis, puisqu'ils sont relativement isolés, peu outillés juridiquement, administrativement, financièrement, pour pouvoir défendre leurs droits. Et moi, je constate depuis que je suis élu des abus. Il y a un nombre de logements insalubres délirant sur la ville de Trappes. Il y a des gens qui payent tous les mois leur loyer, et les charges qui vont avec, parfois 1 000 €, voire davantage de loyer pour des logements sociaux, ce qui est absolument inconcevable, et qui pourtant vivent dans des logements insalubres. Quand je suis arrivé, il y avait un seul agent, quasiment à la retraite d'ailleurs, une personne qui a 70 ans, un seul agent
pour faire des constats d'insalubrité dans le logement. J'ai multiplié par 4 les effectifs, nous avons créé des postes supplémentaires, recruté une ingénieure et 2 techniciens qui vont faire des constats d'insalubrité chez les habitants et qui vont ordonner aux bailleurs d'effectuer les travaux d'assainissement nécessaires. Mais ce n'est pas tout. Nous constatons qu'il y a des habitants qui payent un niveau de charge exorbitant. Parfois, le loyer est doublé à cause uniquement des charges. Je paye moins cher dans ma maison en charge d'électricité et de chauffage que certains locataires de F3 en zone HLM. C'est absolument inadmissible. Donc nous luttons sur 2 aspects. Le premier, c'est contrôler la réalité de ces charges et l'honnêteté de la facturation qui est décidée par les bailleurs. Il faut contrôler parce qu'il y a parfois des erreurs de bonne foi, il y a parfois des abus en profitant de la naïveté des habitants. Donc nous contrôlons avec un partenariat que nous avons noué avec une association qui s'appelle l'ADIL, l'Association pour le droit à l'information des locataires, et qui vient vérifier avec des juristes spécialisés si tout est en bon ordre. Nous intervenons sur un deuxième champ qui est plus long, mais qui produira des résultats tangibles, c'est que beaucoup de locataires payent des charges excessives, tout simplement parce que leurs bâtiments, leurs logements ne sont pas isolés. Quand vous chauffez à fond un bâtiment, si vous chauffez votre logement avec les fenêtres ouvertes, vous allez payer une fortune et être mal chauffé. C'est à peu près ce qu'on vit. Les murs sont tellement fins, les menuiseries, les fenêtres sont tellement poreuses que toute la chaleur qui est générée par le chauffage que vous payez en payant votre facture EDF ne sert à rien puisque le logement est une passoire thermique. Donc nous demandons aux bailleurs, et nous avons mis une grosse pression depuis 1 an aux bailleurs d'investir massivement, de faire du rattrapage pour isoler convenablement ces logements et permettre que le chauffage, les charges payées par les locataires diminuent. Eh bien, nous avons déjà obtenu l'engagement de plusieurs bailleurs sur plusieurs quartiers, le quartier Jean Massé, l'allée des Yvelines, la rue Louise Michel, Castiglione del Lago, les trappistes qui nous écoutent reconnaîtront. Et on a, dans les années qui viennent, plus de 6 millions d'euros qui seront investis pour la rénovation thermique par 2 bailleurs principaux. Merci beaucoup, Ali Rabet, d'être venu dans l'Hebdo Politique sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes candidat à la mairie de Trappes. Le premier tour aura lieu le 10 octobre prochain. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Mon invité sera alors Othman Nasrou, la tête de liste d'engagement Trappes Citoyen. Très bonne soirée à tous. L'Hebdo Politique.